êtes donc le directeur général de la PHP à Paris. Depuis le 4 juillet 2022, vous avez été directeur général de l'assurance maladie pendant 6 ans, 2014 à 2000, et aussi directeur de cabinet du Premier ministre Jean Castex. Alors la PHP, on connaît, c'est 38 hôpitaux et 100 000 personnes. Et donc, vous êtes arrivé dans une situation particulièrement tendue de l'hôpital. Alors, vous avez présenté aux collaborateurs de la PHP le 14 septembre 2022, il y a pile poil un an, 30 pistes d'action. Votre plan a plutôt été bien accueilli. Donc on va vous écouter pour savoir où c'en est, ce qui marche pas. Alors à votre arrivée, je vais rappeler quelques chiffres. 18% des lits étaient fermés en MCO, 2 fois plus qu'avant l'épidémie Covid. Les infirmiers sont au point le plus bas depuis 5 ans à l'époque, 1830 équivalents temps plein de moins qu'en juin 2018, et 15 à 20% des blocs opératoires étaient fermés avec des pics de 40 à 50%. Voilà. Donc on vous écoute. Pendant 10 minutes, et puis après, je crois qu'on aura droit à quelques questions. On vous écoute sur ces quadratures du cercle auxquelles vous avez été confrontés. Donc, je sais pas si ça marche. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci d'abord pour l'invitation, cher Philippe. Vous avez en effet rappelé les chiffres un peu clés qui campent le décor de la PHP en juillet, il y a un peu plus d'1 an, mais qui traduit probablement une réalité peut-être un peu plus accentuée à la PHP, parce que par ailleurs, c'est l'Île-de-France avec des facteurs un peu adverses, mais qui dit quelque chose aussi de ce qu'a été un peu la tension vécue par beaucoup d'hôpitaux, peut-être un peu plus les hôpitaux publics, et probablement encore plus après le Covid qu'avant, même si les tensions avaient commencé à apparaître avant le Covid à la PHP et dans d'autres établissements franciliens. Voilà. Bon, la vérité, c'est une crise des vocations. Enfin, c'est à un moment donné, un peu avant, mais surtout après le Covid, voilà, beaucoup plus de soignants qui nous quittent pour plein de raisons que ce que nous pouvons recruter. Donc derrière, c'est tout l'effet cascade au-delà de ces chiffres sur la perte du nombre d'infirmières, la perte de capacitaires. Il y a aussi une réalité en termes d'accès aux soins. Il y a accessoirement une sanction financière. On est du coup en déficit de manière extrêmement élevée. Et puis, il y a tous les effets cascades négatifs qui s'enchaînent quand vous êtes sur un effectif tendu, vous sollicitez beaucoup les soignants en termes d'heures supplémentaires, vous avez de l'absentéisme, vous les déplacez, vous recourez à l'intérim. Tout ça forme la boucle négative. Bon. Donc moi, quand j'arrive, tout cela est archi connu. Il y a 2 choses qui me frappent en arrivant, 3 plutôt. La première, c'est que il y a quand même une envie de s'en sortir et il y a une lucidité quand on discute avec les équipes que le sujet, oui, bien sûr, c'est sûrement les salaires en Île-de-France, mais on ne parle pas en fait tellement de ça, fondamentalement de ça. On me parle de 1001 choses qui polluent le quotidien des équipes. Et 1001 choses qui d'ailleurs ne relèvent pas forcément du gouvernement, de l'ONDAM, mais qui relèvent aussi de notre organisation, de la manière dont nous priorisons nos investissements, dont on manage les équipes, dont on peut ou pas travailler sur des schémas horaires différents, etc., etc. Et donc il y a de la prise. Voilà. Et donc moi, le choix que je fais, c'est de ne pas essayer de réinterpréter ces 1001 signaux en disant tout ça finalement, ça traduit un dysfonctionnement d'organisation et donc je vais prendre le truc par une réforme d'organisation. Il y avait d'ailleurs au sein de la PHP, pour ceux qui suivent l'actualité de la PHP, beaucoup de discussions autour d'une réforme récente de l'organisation de la PHP qui avait été reconstruite autour de 6 grands GHU et de un peu plus de 80 pôles qui étaient en plus des pôles inter-établissements autour d'une logique de spécialité. Certains me disaient il faut reprendre ce sujet-là. Moi, j'ai considéré en fait que on peut discuter éternellement de la pertinence des organisations. Si on veut les toucher, ça prend 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps-là, tout le monde est tétanisé, en lévitation, on n'agit pas. Et l'idée, c'était d'agir sur du concret. Voilà. Et donc, ces 30 pistes dont vous parlez, ces 30 pistes extrêmement concrètes, même si certaines dessinent des projets un peu plus à long terme, parce qu'il faut à la fois traiter du court terme et donner de la perspective à moyen terme. Donc c'est des choses très concrètes. C'est l'informatique qui est revenue en 1 dans
des irritants qui fait que la vie est compliquée au quotidien. Mais c'est des sujets de logement, c'est des sujets de schéma horaire, c'est des sujets d'accueil, tout simplement, de parcours aussi. Et puis, un truc qui est très, très fort, c'est la cohésion d'équipe. Est-ce qu'on est bien dans son collectif? Est-ce qu'on se sent respecté? Et derrière la notion de respect, c'est le fait que le soignant et le médecin passent beaucoup de temps à faire de l'administratif ou des choses qui ne sont pas de l'administratif et qui ne sont pas vraiment de la médecine. C'est prendre du temps pour gérer des parcours patients qui marchent mal. Beaucoup de temps à essayer de comprendre comment les décisions se prennent, d'attendre des réponses à des mails quand on veut obtenir quelque chose. Donc on a essayé de prendre tout ça. C'est un peu ça, les 30 pistes. Un premier document que j'ai posé pour concertation, parce que je pense que c'est bien de parler directement avec un plan tout ficelé au bout de 2 mois. Donc, je suis arrivé début juillet, début septembre, j'ai dit voilà moi ce que j'ai perçu, voilà ce que je vois comme piste, voilà les questions que ça pose, voilà comment... les questions, c'est est-ce que c'est les bonnes pistes, et puis c'est surtout chacune d'elles, comment on peut y arriver vraiment. Et donc, au terme d'une concertation qui nous a permis de rentrer dans le détail, d'en abandonner certaines, d'en rajouter d'autres, mi-décembre, on était sur un truc très détaillé. Comment on va faire concrètement, et quel argent, quelle échéance, et avec l'idée d'ailleurs que si ça ne marche pas, on se pose, on recommence, on corrige. Et donc on est engagé là-dedans depuis janvier. Je pense qu'on a été au rendez-vous à quelques semaines ou petits mois après des échéances qu'on s'était fixées. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que tout ce dont on parle a un coût, parce que c'est souvent quand on réinvestit sur le logement, sur l'informatique, tout ça implique évidemment des éléments de financement. Je vous l'ai dit, on est extrêmement déficitaire parce qu'on a perdu, on a 18% de lits fermés, donc il a fallu aussi négocier avec l'État une trajectoire de retour à l'équilibre sur 5 ans qui nous donne la possibilité de pouvoir réussir ce retour de manière, je dirais, dynamique et vertueuse, et pas en se disant qu'on va supprimer des effectifs quand on en manque pour ouvrir des lits. Voilà. Donc j'ai été accompagné par l'État, très clairement, je le dis, et c'était important d'avoir aussi de la visibilité quinquennale. Moi, je crois beaucoup qu'on ne peut transformer qu'avec de la visibilité, être mis en responsabilité. Si je n'atteins pas, en gros, mes objectifs de remontée, de rouverture de lits, bon, voilà, on en reparlera avec l'État, mais on a ce cap-là. Il y a une très belle mobilisation, moi je le dis, c'est comme ça que je le perçois. Je pense que c'est 30 leviers, c'est devenu 30 leviers. Quelque part, la chaîne managériale, les médecins, les cadres se les sont appropriés, et ça n'aurait pas marché sans ça. Parce qu'on ne peut pas remettre en mouvement une organisation de 100 000 personnes, 38 établissements, si c'est un truc du directeur général et de ses adjoints tout en haut. Ça n'existe pas. Voilà. Donc il faut à un moment donné réussir à embarquer. Je ne dis pas qu'on a embarqué les 100 000 professionnels de la paix, hein, je mentirais, mais je pense qu'on a embarqué suffisamment de monde pour qu'il y ait voilà, une dynamique qui se soit mise en mouvement. Alors vous me direz, est-ce que ça marche? Oui, on a des premiers signes qui sont très encourageants. C'est-à-dire que sur le premier semestre, parce que là pour le coup on a vu, moi j'ai 2 trucs clés, hein. C'est 1, combien je recrute, 2, le nombre de départs, et 3, est-ce que je rouvre des lits, hein. À la fin des fins, c'est ça la vérité, hein. Donc sur le premier semestre, les 6 premiers mois, on a atteint l'objectif qu'on s'était fixé, qui était à peu près d'augmenter nos recrutements de 16%. On a atteint cette cible au premier semestre. On est en train de faire les comptes sur l'été, qui est le grand moment du recrutement. Donc on communiquera la semaine prochaine sur les chiffres de l'été, qui sont le gros morceau, mais je pense qu'on tient les choses. Parce que je suis assez optimiste sur le fait qu'on y arrive. On a surtout, ce qui est le plus important pour moi, un début de freinage des départs, qui est à peu près de 10% de moins sur les 8 premiers mois. Donc ça, c'est important. Et cette combinaison fait que on va rouvrir significativement des lits en fin d'année. Et je pense qu'on va rouvrir quelques centaines de lits en fin d'année. On va, encore une fois, le préciser d'ici peu. Mais il y a un début de dynamique. Donc on ne perd plus d'infirmières cette année. On va rouvrir des lits, on verra sur quel rythme. Et ça, c'est donc une planche d'appui pour ensuite aller plus loin. On a encore beaucoup de travail. On va travailler sur la prise de décision, la place du service dans nos organisations, ce qui nécessite de rentrer comme dans du détail fin. C'est quelles sont les décisions précises qu'on peut redescendre au niveau d'un service sur des sujets RH, de recrutement, de transformation d'emploi, d'achat, recréer des budgets au niveau des services. Voilà, c'est des sujets
sur lequel on va entrer dans le dur en l'année prochaine. Et puis on va aussi beaucoup travailler sur la cohésion d'équipe, ce qui implique les chefs de service, les cadres, et essayer avec eux, de manière, je dirais, la plus accompagnante et sans être scolaire. On ne va pas leur demander de remonter des copies, de remplir des questionnaires, mais de dire comment vous vous saisissez de ces sujets, de comment le collectif fonctionne. Parce que ce n'est pas une question théorique. Quand vous discutez avec les équipes dans les services, c'est de ça dont ils vous parlent beaucoup. Et il y a une diversité de situations, par définition. Hein. Quand vous avez un peu plus de milliers de services, vous avez 1000 configurations. Ben, il y a 1000 configurations. Et on voit qu'à un moment donné, des services où ils ont travaillé là-dessus, ce n'est pas la même situation en termes d'effectifs que l'autre. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, que je renvoie tout à ça et que, quelque part, c'est la faute à vous, les chefs de service et les cadres, de vous en débrouiller parce que c'est un sujet managérial. Je pense que c'est un sujet qui implique tout le monde et on essaie de travailler au niveau de la PHP sur beaucoup de sujets d'ordre général. Mais je pense que ça ne marchera que si tout le monde s'engage et tout le monde agit sur tous les leviers sur lesquels on peut agir. Et moi, je crois que même s'il y a des sujets de financement du système de santé, évidemment, parce qu'après, il y a des réalités économiques, je pense qu'on a d'énormes leviers internes pour travailler et qu'on est dans un temps managérial. Je le dis comme ça, il y a un temps managérial et il y a des choses à faire quand on essaie de le prendre par ce bout-là, qui est quelque part le seul bout dont on puisse le prendre. Par ailleurs, je parle beaucoup des RH, mais pour motiver et pour donner de la perspective, et pas qu'aux médecins, mais beaucoup aux médecins, aux jeunes médecins, il faut aussi leur parler projet, il faut leur parler recherche, il faut parler simplification des processus de recherche clinique, c'est un énorme sujet à la paix, remettre un peu plus d'argent sur l'intéressement recherche, que j'ai fait, et évidemment essayer de dessiner ensuite des stratégies médicales qui s'inscrivent dans la durée, mais permettent à chacune et chacun de se dire, voilà, à la paix, je vais avoir une capacité à me projeter dans quelque chose qui fait sens et qui me donne envie de rester dans cet environnement HU, enfin hôpital universitaire, qui est quand même un des joyaux de la France. Voilà. Voilà, un an après. Merci. Alors, on peut vous poser quelques questions. Vous avez dit que c'est un problème managérial, c'est au niveau du service, mais comment vous pouvez sentir déjà des effets, alors que c'est très compliqué, de mieux gérer un service, d'autonomiser, de donner des responsabilités, ce que vous avez dans vos pistes, donner des responsabilités, que la décision soit prise au service quand c'est possible, etc. Ça existe déjà en un an, vous avez réussi à... Je reste, enfin, encore une fois, en un an, on n'a pas tout fait. Hein, c'est pas ce que je vous ai dit, on a essayé de lancer des choses. On a avancé sur les schémas horaires. C'est des choses très concrètes. Aujourd'hui, vous avez en gros deux schémas. Un schéma horaire dominant à la paix, c'est qu'on vient tout simplement travailler 7h30 par jour, 5 jours sur 7. Voilà. Et puis le schéma classiquement alternatif, qui attire beaucoup les jeunes, c'est le schéma en 12 heures. Voilà. 12 heures de jour, 12 heures de nuit, quand vous êtes sur un service d'hospitalisation complète. Et voilà, c'est un schéma qui a beaucoup d'attrait, mais qui divise beaucoup les équipes. Bon, parce que certains le trouvent fatigant. Évidemment, on revient travailler moins de jours, mais on... 12 heures, c'est long, oui. Et donc, on a essayé, il y a plus de 80 services qu'on a embarqués là maintenant dans des schémas différents, en 8h45, en 9h, sur lesquels il y a eu un travail au sein des équipes. Ils ont trouvé leur équilibre, ils se sont mis d'accord et ça bascule et on voit les recrutements repartir. J'ai parlé, c'est des choses très concrètes qui ont été perçues. Moi, j'étais très frappé de voir à quel point les médecins, les soignants, les cadres passaient beaucoup de temps à faire autre chose que leur cœur de métier. Donc, j'ai décidé, ce qui n'est pas tout à fait dans les habitudes et l'histoire des hôpitaux publics, de recréer de l'emploi administratif, technique et logistique. Mais sur le terrain, dans les services, pas dans les administrations sommitales. Comment on l'a fait? J'ai demandé aux services de dire, faites l'expression de besoin, faites la fiche de poste, dites-moi ce qui vous rendrait service, ce qui vous améliorerait votre quotidien. Et il y a eu beaucoup de demandes. On a dit qu'on a négocié dans notre cadrage budgétaire 300 postes créés en 2023. On en fera 300 autres en 2024, et donc on a commencé à amener des choses, voilà, ça c'est du concret. On a négocié un doublement du nombre de logements qu'on attribue à nos soignants. On voit bien que les salaires sont un sujet en Île-de-France. Je ne suis pas sûr qu'il y aura une grande revalorisation salariale de toutes les fonctions publiques pour tous les fonctionnaires qui travaillent en Île-de-France, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit que les hospitaliers. Bon, je ne suis pas sûr de ça. Donc j'ai dit, écoutez, en attendant, aidez-nous sur le logement. Et donc, on achète des droits de réservation dans le parc social, dans le parc de logement intermédiaire. On en attribuait 600 par an
en 22. On passe à 1200, ce qui est un doublement, ce qui est honnêtement significatif cette année. On est quasiment une centaine à l'objectif. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est concret. Et j'en ai un certain nombre. Donc on n'a pas tout fait, mais je pense qu'on a doublé, par exemple, le renouvellement du parc informatique, parce qu'on s'est rendu compte que les postes informatiques de travail étaient très vieux. Donc c'est des choses. Donc ce que je sens, c'est que oui, il y a une perception de ce que ça bouge et qu'on essaie de faire bouger. Et après, moi, je crois, même si voilà, je reste très prudent parce que tout est relatif, tout est fragile, qu'à un moment donné, ça marche. Si on arrive à un moment donné à ce que tout le monde se dise, tiens, on bouge, quoi, et on va y aller. Et il y a il faut à un moment donné, la mayonnaise prend. Il faut essayer de se dire qu'à un moment donné, au lieu de voir le truc en disant ça se dégrade, comment à un moment donné, on donne le sentiment d'inverser un tout petit peu la spirale. Et après, il faut être lucide, ça prendra des années. Il y en a pour 3-4 ans pour remonter la pente. Voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'on ne va pas bien réussir, on aura peut-être des contre-coups, mais c'est une affaire collective. Et au niveau du management, est-ce que vous avez l'intention d'aller jusqu'à ce qui a été fait à Valenciennes ou maintenant à Nice avec l'ancien directeur de Valenciennes, donner plus de pouvoir aux médecins de management, de gérer? Oui, par exemple, exactement ce que je vous dis, par exemple. Bon, Valenciennes, lui, il a fait au niveau des pôles, pas au niveau du service. Et à Nice, il engage ça gaillardement. Oui, et donc pour l'instant, moi, ce que j'essaie de faire, on a, nous, maintenant, des pôles qui s'appellent on va dire des pôles, à qui on va déléguer tout simplement des effectifs. Et moi, je souhaite que ça redescende au niveau du service. Parce que je pense que le service est important à l'hôpital. Parce que, en fait, c'est là que ça se passe, en fait. Hein. C'est quand un service va mal, ça va mal. Quand un service va bien, ça va mieux. Quand des services, le pôle peut très bien avoir des problèmes. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans l'équipe soignante, en cardiologie, en chirurgie. Et ça, c'est le chef de service et le cadre. Et le cadre et le collectif. Donc, à un moment donné, c'était aussi à eux qu'il faut permettre, et donc c'est ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine, d'avoir eux-mêmes leur effectif. Aujourd'hui, à la paix, un service n'a pas un effectif. On ne sait pas quel est son effectif budgétaire. Médical, il l'a, mais paramédical, il ne l'a pas. Bon, ça existe ailleurs, mais ça n'est pas encore aujourd'hui le cas dans tous les services de la paix, moi s'en faut. Il faut qu'ils aient un petit budget, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Donc on va créer, vous avez votre effectif, vous avez votre budget, et sur l'effectif, à un moment donné, quand vous êtes dans votre effectif, vous pouvez évidemment recruter, et on va même autoriser de pouvoir à un moment donné transformer des emplois. C'est-à-dire que vous avez du mal à recruter dans telle spécialité, par exemple infirmière, on vous autorise à un moment donné de pouvoir, avec des règles qu'on va fixer qui sont assez précises, pouvoir dire je ne peux pas recruter un infirmière, je vais recruter un psychologue, un kiné, dès lors qu'il y a évidemment un projet de soins, que tout ceci peut avoir un intérêt en termes de prise en charge. Je n'autoriserai pas qu'on puisse supprimer un emploi d'infirmière pour créer un poste de secrétaire, puisque j'ai plutôt créé 600 postes plutôt dédiés à ça. Voilà, donc on va être assez fin là-dessus. Et après, sur les enveloppes d'investissement, c'est déjà délégué au niveau des pôles. On va évidemment continuer. Et donc oui, c'est vers cela qu'il faut aller. Il faut donner à ces médecins et cadres le sentiment que sur des questions très concrètes qui engagent le fonctionnement de leur équipe et sur lesquelles ils sont quand même les mieux placés pour savoir de quoi ils ont besoin, que c'est eux qui vont être en capacité de prendre la décision. La situation financière de la PHP à 200 millions ou 400 millions de déficit l'année dernière. Et cette année, combien ? On a fini l'année 2022 à 300 millions. Là, on pensait à un moment donné être à 400. Ce qui d'ailleurs s'explique à la fois par une meilleure performance en fin 22 et puis aussi parce qu'on a reçu des crédits de l'ONDAM dans la dernière délégation du fin du premier trimestre, parce qu'il y a eu une sous-exécution de l'ONDAM hospitalier, donc il y a eu de la redistribution à ce titre-là. Il faut être honnête, hein, ça n'a pas été une performance. Mais il y avait la garantie de financement aussi, donc d'une part, mais tout ça était un peu artificiel, non ? Oui, mais ça ne nous a pas empêché d'être... Parce que la garantie, nos recettes ne sont pas liées que aux recettes ONDAM, et donc on est aussi dépendant d'autres sources de financement complémentaires, reste à charge usagée. Et donc cette année, voilà, c'est encore un peu tôt, mais je pense qu'on va être à peu près dans nos objectifs de stabilisation du déficit cette année. Alors à 300 ? Écoutez, je vous le dirai, cher Philippe. Ah non, vous dites stabilisation. À peu près, ouais, tout autour de ça. Ouais.
D'accord. Dernière petite question sur la T2A. Quel est votre regard? Parce qu'on dit qu'il faut arrêter tout de T2A. C'est pas le cas parce que dans les hôpitaux, c'est 50 à 60%. Est-ce que vous travaillez sur ce sujet, la T2A, de financement à la qualité? Quel est votre regard là-dessus? Moi, je crois à je ne crois pas qu'il y ait un modèle de financement pur et parfait. Je pense que la T2A n'a pas été sans effet pervers. Maintenant, quand on regarde ce qu'il y avait avant la T2A, c'était la dotation globale, qui était une horreur. Je pense qu'on a besoin de garder, je pense, un lien avec l'activité. Parce que la T2A, ça veut dire quand même qu'on est financé au regard de notre activité, donc le nombre d'opérations, le nombre de patients qu'on suit. Donc je pense que la T2A trouvera peut-être un autre mot, mais cette notion d'être financé au regard de ce qu'est l'activité réelle de l'établissement, je pense, restera dans le paysage. Voilà. Je pense que les financements à la qualité sont une bonne chose, qu'il faut réussir à les faire monter en charge. Donc, je pense que c'est très bien. Et après, il y a plusieurs pistes qui sont intéressantes. Je pense qu'on a besoin de sécuriser dans des hôpitaux qui ont, par exemple, des services de soins critiques, à qui on demande que ces services tournent et qu'ils soient même d'ailleurs en sous-occupation pour pouvoir prendre les pointes. Je pense que c'est juste qu'on soit financé avec une sorte de socle pour pouvoir le faire. C'est un peu pareil pour tout ce qui est gynéco-op, c'est maternité. Voilà. Un peu pareil pour les urgences. Et d'ailleurs, le financement des urgences a déjà un peu basculé. Voilà. Et puis ensuite, je pense qu'il y a peut-être des pistes à creuser sur du suivi de patients chroniques, où aujourd'hui on est rémunéré que pour autant qu'on le voit, on le consulte, on le prend en HDJ. Il y a peut-être, je dirais, des forfaits à imaginer qui prennent aussi en compte tout le suivi, toute l'éducation thérapeutique, parce que c'est fondamental dans le suivi de ces patients atteints de pathologie, encore une fois, sur le long cours. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que la T2A n'est pas complètement adaptée. Donc, à la fin des fins, moi, je n'ai pas de difficulté à ce qu'on ait un paysage qui, avec un éventail d'éléments de rémunération. Ce sera forcément un peu compliqué, parce que c'est toujours un peu plus compliqué quand on sort de la dotation globale ou de la T2A pure. Mais ce n'est pas grave s'il y a un peu un jardin à l'anglaise qui se dessine pour assurer le financement du système de soins. Merci Nicolas Revel. Ce qu'on dit de vous, c'est vrai. Alors, il est très à l'aise dans les univers complexes et fragmentés. Il sait amortir la pression au lieu de la démultiplier et être une force centrifuge. Ah, ça, c'est un ami à moi qui dit ça. Je veux dire, il se situe toujours sur une double échelle, à la fois de maîtrise technique des dossiers et de vision stratégique. Bon, c'est un peu hagiographique, je suis désolé. Ouais, c'est un peu hagiographique. C'est Mathias Vicherin, voilà, qui était mon adjoint, donc forcément, il est obligé. Il est sympa avec moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.